C'est connu aujourd'hui que nous sommes agressés par le Rwanda. Les M23 dont on parle n'existent que de nom, mais ce sont des militaires des RDF, c'est-à-dire les forces de défense du Rwanda, qui nous agressent. Une agression, et c'est la guerre. Hein? Et c'est la guerre aujourd'hui. Et la preuve est que tout le territoire de Rutshuru est aujourd'hui occupé. Et on ne peut pas s'en cacher, c'est une guerre que le Rwanda nous impose et on est en train de se battre sérieusement et on ne s'en cache pas. Aucun millimètre de notre pays ne restera contrôlé par ce voyou, puisque nous sommes là, effectivement. Eux, ils sont entrés chez nous, ils ont gagné du terrain, mais on finira par les bouter dehors. Personne d'autre que les Congolais ne saura mieux défendre l'intégrité de notre territoire, ne saura mieux défendre nos frontières et ne saura mieux protéger nos populations. Bendele Kouyaté, Boya Tosangana, Pe Totombola Bendele ya Ikolo na biso. Mesdames et messieurs, vous nous suivez depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus parler de notre pays. On parle de la RDC. La RDC, c'est notre patrie. Si on ne la défend pas, qui d'autre pourra le faire à notre place? C'est l'émission Mon beau pays qui vient vous visiter chez vous à cette heure-ci, mesdames et messieurs. On vous dit bonjour selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes au bureau du général Ekenge Sylvain, qui est le porte-parole des FARDC. Avec lui, on va parler du message du président de la République qui a été lancé depuis le 3 novembre sur la sensibilisation. Pourquoi l'avoir lancé aujourd'hui et pourquoi la sensibilisation, la mobilisation? On le saura tout à l'heure avec le général Ekenge Sylvain qui est en face de nous. Général, bonjour. Bonjour. Très content de nous retrouver à votre bureau pour parler de la mobilisation, les messages du président de la République. Pouvez-vous nous parler de ces messages du président de la République en détail, la mobilisation? Pourquoi? Oui, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, a, dans son adresse à la nation du 3 novembre 2022, lancé la mobilisation générale. C'est quoi la mobilisation générale? Non, c'est un acte constitutionnel que le chef de l'État prend en sa qualité de commandant suprême de l'armée pour mettre en œuvre toutes les forces vives de la nation ainsi que l'utilisation des ressources du pays pour les besoins de la guerre. La mobilisation générale consiste également, et ce dans les limites fixées par la loi, au droit de requérir les personnes, les biens et les services. Le chef de l'État a ce droit-là que lui confère la Constitution, faire la réquisition des personnes, des biens et des services en cas de guerre. Mais il n'est pas arrivé jusque-là. Il a plutôt instruit le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo de mettre en œuvre le processus de recrutement massif des jeunes. Et il a appelé les jeunes à venir massivement à se mobiliser massivement pour venir s'enrôler dans l'armée, et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Alors, vous pensez que cet appel sera respecté, étant donné que les gens, vous savez bien, l'image que le petit peuple ou encore les Congolais ont de notre armée, comme quoi que l'armée n'est pas considérée, l'armée n'est pas respectée, suite à ce qu'on voit à la rue, on voit des militaires déambuler dans des rues de Kinshasa, vous savez, je ne sais pas si vous êtes informés, mais on vous informe parce que nous sommes à la cité, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que les jeunes seront d'accord avec les présidents pour s'enrôler Vous avez au sein de une l'armée? très mauvaise perception de l'armée d'abord, et aussi des citoyens congolais. Vous ne les connaissez pas. Les citoyens congolais aiment son pays
et il est prêt à défendre la République jusqu'au sacrifice suprême. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est le contraire de ce que vous dites là, puisque dans toutes les 26 provinces de la République, il y a un engouement terrible. Un engouement, je dis bien, terrible. Et aujourd'hui, le centre d'instruction de Kitona est pratiquement plein. Il doit recevoir 10 000 hommes et nous sommes déjà à 9 000 à la date d'aujourd'hui. Ouais. C'est le statistique que j'ai reçu aujourd'hui. Nous sommes les 30. Nous sommes aujourd'hui les 30 novembre à 9 934. Donc demain, le cap de 10 000 sera dépassé. Et que dire de ceux qui sont à Bukavu, qui sont mobilisés au nord Kivu, au sud Kivu plutôt, à Bukavu, à Uvira, à Fizi, et aussi ceux d'Imanyema, ils attendent l'évacuation, ils sont plus de 5 000. Et partout, c'est la même chose, ceux qui viennent de l'Ituri, de toutes les provinces, le Kisanga est en train d'accueillir les gens qui viennent de l'Ituri, les gens qui viennent de la Tchopo, les gens qui viennent d'Ibazuele, d'Iwotuele, et au nord Ubangi, au sud Ubangi, à la Chuapa, à l'Équateur, sans compter ceux qui sont au Kasaï. Vous avez un suivi dans les réseaux sociaux, les jeunes gens dire qu'on les a abandonnés parce qu'ils n'ont pas payé l'argent, ce n'était pas le cas. Okay. À Mbujima, on a pris seulement une partie qu'on a acheminée à Kitona et les autres doivent attendre parce qu'ils vont aller à Kamina. Il en sera de même de la province du Kasaï, de la province du Kasaï central et de la province du Sankuru. Ils seront avec ceux de la province du Kasaï oriental acheminés à Kamina pour retrouver leurs collègues qui viennent du Sud Kivu, qui viennent du Maniema, qui viennent du Tanganyika, qui viennent du Haut-Katanga et qui viennent du Lualaba. Donc ils seront cantonnés là-bas. Les autres, ils seront à Kisangani, au camp Lokosa. On va en parler lorsque vous aurez à me poser la question de l'endroit où ils seront. Ça sera sur le plan technique, mais parlons un peu de cet aspect-là qui circule sur la toile en disant que on les a abandonnés puisqu'ils n'ont pas payé l'argent. Comment ça se passe? Les recrutements, il y a des conditions. Quelles sont les conditions? On ne les a pas abandonnés. Le problème est que on a pris seulement une partie pour les amener au centre d'instruction de Kitona. Les autres, on doit les aiguiller vers Kamina. Et vous voulez qu'on parle des conditions de recrutement. Ouais. Alors, les conditions sont claires. Et d'ailleurs, il y a un avion militaire qui a fait ramener quelques-uns qui sont venus du Kasaï à Mbujimai hier dans les après-midi, parce que ce sont des enfants de moins de 18 ans. Hein, nous, on n'accueille pas les enfants de moins de 18 ans. Pas des mineurs. Les mineurs, on ne les accueille pas dans l'armée. Nous travaillons avec l'UNICEF, la protection de l'enfant de l'UNICEF. Nous travaillons avec la MONUSCO qui s'occupe de retirer des rangs des forces armées, des rangs des recrues, des candidats recrues, les enfants mineurs. Voilà. Les conditions exigées sont claires chez nous. La première des conditions, il faut être jeune fille, il faut être jeune garçon âgé de 18 à 25 ans. 18 ans révolus. Pas 17 ans et demi, non, 18 à 25 ans. Il faut être volontaire. On ne prend pas les gens par la force. Hein? On ne prend pas les gens par la force. Il faut que vous-même vous puissiez vous présenter en connaissance de cause et vous venez, on vous sélectionne. Il faut être âgé, comme je l'ai dit, 18 à 25 ans, et être célibataire et sans enfant. Pourquoi célibataire et sans enfant? C'est parce que quand vous venez dans l'armée, vous devez consacrer les 7 premières années de votre carrière à la nation. Et si vous avez des enfants, vous avez une femme, ça va poser problème. Une recrue pour entrer dans l'armée doit être sans enfants et célibataire. Et puisqu'il va signer un contrat, le contrat est de 7 ans renouvelable une fois. Puisque, en principe, quand on vient comme recrue, on ne fait pas carrière. Alors, vous signez le contrat
de 7 ans renouvelable une fois. Mais pendant les 7 premières années, vous êtes célibataire et sans enfant, puisque c'est l'armée qui te prend en charge totalement. Ok. Même l'armée achète la brosse à dents, achète les Pepsodent, les savons, tout pour vous. Vous mettre à l'aise dans les vous mettre conditions. à l'aise. Ok. Et après, vous allez vous arranger petit à petit. À la 8e année, si vous voulez vous marier, là, il n'y a pas de problème. Et c'est le commandant qui s'occupe de votre mariage. C'est lui votre papa, c'est lui votre maman, c'est lui votre parent. Et c'est ça le règlement qui est dit. Et le commandant va s'occuper de votre mariage. Il n'y a pas que cette condition-là, il y a ces conditions-là, il y a aussi une autre condition, c'est qu'il faut disposer d'une bonne moralité. C'est pourquoi nous ne recrutons pas les membres des groupes armés, nous ne recrutons pas les koulouna, nous ne recrutons pas des repris de justice, nous ne recrutons pas des bandits, nous ne recrutons pas des criminels. Nous ne recrutons que des personnes qui ont une bonne moralité et aussi qui ont une bonne santé physique et mentale. Et c'est très important parce que l'armée, c'est un domaine où les conditions physiques sont strictement recommandées parce que tout ce que vous faites dans l'armée, c'est sous base des conditions physiques. Et il faudrait que celui qui vient dans l'armée ait les conditions physiques voulues, qu'il ne soit pas malade. C'est pourquoi, quand vous venez, on vous fait passer le test, les examens médicaux, pour voir si vous n'êtes pas épileptique, si vous n'avez pas l'hépatite B ou l'hépatite C, si vous n'êtes pas tuberculeux, si vous n'avez pas le VIH, toutes ces maladies chroniques, vous n'avez pas la tension, l'hypertension, vous n'avez pas l'hypotension, vous n'avez pas la glycémie n'est pas élevée, vous n'avez pas le diabète, alors là, on vous prend dans l'armée. Et dès que vous remplissez ces conditions-là sur le plan médical, sur le plan de la santé, vous passez le test d'aptitude physique générale, le TAPG, pour voir si vous remplissez les conditions physiques. Et tout cela, on doit voir quelle taille vous avez et on doit voir quel est le poids que vous avez. On doit voir la forme de vos pieds, si vous n'avez pas des pieds plats, et on constitue ce que nous appelons le pigné. C'est-à-dire il y a des formules qui sont appliquées, on prend la taille, on prend le poids, et on fait un calcul, on voit le pied s'il n'est pas plat, alors là, on a le pigné et on vous dit, vous avez un pigné favorable pour être militaire. Et on vous prend dans l'armée. Et il faut être sans conflit avec la loi et surtout être sans antécédents judiciaires. Okay. Hein? Et l'autre condition, dans l'armée, nous n'avons pas besoin des abrutis, puisque dans l'armée, c'est un mot avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Et pourquoi pas être diplômé d'État, puisqu'il y en a qui le sont, qui sont des soldats. Pourquoi? Bon, pour les diplômés d'université, on les oriente vers l'académie militaire, bien sûr. Même s'il y en a, puisque j'ai déjà trouvé des soldats qui sont des diplômés d'université, et on les récupère pour qu'ils puissent aller à l'académie pour devenir officier, parce qu'un cadre universitaire, il doit faire carrière d'officier. Voilà ce que les conditions exigées pour devenir candidat. Mon général, je vais revenir sur ce que vous venez de dire tout à l'heure. Les gens seront surpris de voir qu'au sein de l'armée, on fait signer de contrats aux nouvelles recrues qui intègrent l'armée. C'est nouveau pour ceux-là qui vont... C'est pas nouveau. Ça existe depuis l'époque coloniale. Depuis que l'armée existe, c'est toujours comme ça. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Les recrues signent des contrats. Voilà. Les recrues signent les contrats. Les officiers, eux, ils prêtent serment. Okay. Hein? Les officiers prêtent serment. Quand vous terminez à l'académie militaire, vous avez votre diplôme. Ça, c'est un diplôme de l'académie.
militaire, ça c'est un diplôme, ça s'appelle exemplum, mais c'est un diplôme. Ok. Quand vous terminez, vous prêtez le serment d'officier. Ok. Hein, pour devenir officier, vous prêtez le serment. Et pour les soldats, eux, ils signent les contrats de 7 ans renouvelables. Une seule fois. Une seule fois. Après 14 ans, s'il veut quitter l'armée, il quitte. Sans problème. Sans problème. Ni antécédent. Non, sans Il ne problème. sera pas poursuivi parce qu'on... Non, il ne peut pas être poursuivi. On ne peut être poursuivi que lorsqu'on est déserteur. Ok. Alors, si il veut continuer et faire carrière dans l'armée, là, il va continuer jusqu'à l'âge de 22 ans, jusqu'à atteindre 22 ans de carrière militaire. Là, il fera carrière et puis il sortira comme retraité. Et là, on va lui payer son allocation de fin de carrière. Donc, vous faites 22 ans, vous sortez. Comme soldat. Comme soldat. Mais pour nous, c'est différent. Hein, pour les sous-officiers, il y a un temps requis. Les sous-officiers de première classe, je pense, dans les 45 ans. Et puis les officiers subalternes dans les 52 ans. Pour nous, les officiers supérieurs, 58. Et puis nous, c'est 62 ans hein, de carrière. 62 ans d'âge. Et puis on calcule aussi la carrière aussi. Il y a les spécialistes d'administration qui font mieux ce travail-là. Toujours en rapport avec l'armée générale Ekenge, on veut savoir quels sont les critères d'une bonne armée. Les gens voudront quand même savoir parce que des fois on dit, bon voilà, parce qu'à l'époque on sait que, je ne sais pas si je me trompe, vous allez nous expliquer, on voyait des gens venir d'ailleurs pour venir faire la formation militaire chez nous, à Kotakoli là-bas, vous formiez les officiers, les commandos à l'époque qui venaient d'ailleurs, mais aujourd'hui apparemment c'est nous qui allons vers d'autres pays. Non, la coopération militaire, la coopération est soit multilatérale, soit bilatérale. Ok. Vous n'avez pas suffisamment d'informations, c'est pourquoi il faut toujours venir chez nous. Aujourd'hui, quand vous allez à Kitona, vous allez trouver qu'il y a des étrangers qui sont là, qui font l'artillerie, qui font l'infanterie, qui font les corps des sous-officiers. La semaine passée, j'étais vendredi ou samedi passé, à l'école logistique, ici à Kinshasa, il y a des Centrafricains qui ont terminé là-bas, à l'école logistique. Aujourd'hui, à l'école de guerre de Kinshasa, il y a plusieurs nationalités. Il y a les Béninois, il y a les Centrafricains, il y a les Burundais, il y a les Congolais d'en face. Il y a plusieurs nationalités au collège dans l'école de guerre. Il en est de même au collège des hautes études de stratégie et défense. Il y a plusieurs nationalités qui sont là. Moi, j'ai terminé. Ça, c'est le diplôme du TIES, c'est ça, du collège des hautes études de stratégie et défense. Moi, j'ai terminé avec des Centrafricains et des Congolais. J'ai terminé avec des Centrafricains et des Congolais à la 3e promotion. Mais nous aussi, nous allons chez eux, comme on peut aussi aller à l'étranger, en Europe ou en Amérique, pour se spécialiser dans plusieurs domaines. C'est comme ça que ça s'est fait dans tous les pays du monde. Et je pense que l'année prochaine, à l'école de guerre, il y aura même un Belge qui viendra là-bas. À l'école de guerre, pour la formation. Pour étudier. Okay. Oui, pour nous apprendre, pour étudier. Lui, il va étudier. Pour étudier. Il y a il y a des Belges qui viendront, il y a d'autres nationalités qui viennent. Comme nous allons chez eux. Okay. C'est comme ça. Vous pouvez revenir sur les critères d'une bonne armée. Bon. Les critères d'une bonne armée, ça dépend d'un pays à un autre. Hein? Ça dépend d'un pays à un autre. Il n'y a pas de critères qui sont fixes. L'armée doit être une armée dissuasive, c'est-à-dire qu'une armée qui a des moyens, que l'ennemi potentiel peut dire, en tout cas, je ne peux pas attaquer. Si j'attaque, j'aurai une riposte qui sera plus efficace que ce que moi j'ai. C'est ça ce qu'on appelle l'armée dissuasive, hein, qui peut dissuader l'ennemi de vous attaquer. Et ce qui est aussi, c'est que la constitution de notre pays a défini notre armée comme une armée à la fois républicaine. Hein? On va revenir dans le cadre des concepts national et tout ça. Ouais, on va y revenir. On va y arriver. Une bonne armée, c'est une armée qui a un personnel bien formé, bien entraîné et qui a des équipements adéquats et qui est mieux caserné.
Donc, dans la réforme de notre système de défense, on a résumé les tout dans le trinôme FEC. FEC signifie formation continue, équipement adéquat et casernement. Donc, il faudrait conformer les gens. Et ces gens, ils sont bien entraînés, ils ont les équipements qu'il faut et ils sont casernés quelque part. C'est ça ce qu'on appelle une armée efficace. Hein? Et on ne peut pas avoir une armée efficace sans moyens. Et c'est pourquoi les gens disent que l'armée est budgétivore. L'armée ne peut être que budgétivore, puisque c'est le dernier rempart de la nation. Tout voilà. À fait. Donc on peut dire que nous avons une bonne armée. Nous Congolais, nous avons une bonne armée. Par rapport à tout ce que vous avez dit. Nous avons une armée post-conflit et une armée qui vit avec les conflits. Nous n'avons pas une armée à la dimension de l'armée américaine. L'armée américaine, c'est plusieurs armées dans l'armée. Hein? Nous n'avons pas une armée comme l'armée française. Mais nous avons une armée en fonction des moyens disposés par la République. Et une armée en fonction de nos moyens. Et nous avons cette armée. Et c'est cette armée qui fait que le Congo reste dans ces 2 345 410 km². De superficie. Voilà, de superficie. Okay. Et si nous sommes aujourd'hui Congo, tel qu'hérité de nos aïeux, c'est parce qu'il y a cette armée-là, il y a cette police, il y a ces forces de sécurité que nous avons là, NEADGM, tout ce qu'on a regroupé dans ce que nous appelons les forces de défense et de sécurité. Merci, Général Ekenge, pour ces éclaircissements. On va évoluer. Tout à l'heure, vous avez parlé des écoles, là où on peut former les gens sur le plan papier et tout, mais vous n'avez pas parlé des CI. Les gens que vous recrutez, nous savons, je représente ces peuples-là qui me regardent à la maison, nous, on sait que nous n'avons plus de CI comme à l'époque. Où est-ce que vous allez orienter ces gens que vous recrutez aujourd'hui? Si vous, en tant qu'individu, je ne sais si vous ne le savez pas parce que vous ne faites pas d'efforts pour le savoir, mais il y a des gens qui savent qu'il y a les centres. Vous n'allez pas dire que les gens qui sont à Moanda ne savent pas que Kitona existe. Vous n'allez pas dire que les gens qui sont à Kamina ne savent pas que les centres d'instruction de Kamina existent. Puisqu'ils voient tous les jours, les militaires être formés dans ces centres. Vous n'allez pas dire que les gens qui sont à Kisangani ne savent pas que l'Okosa existe. Non, nous avons les forces armées organisent plusieurs centres d'instruction et d'entraînement et plusieurs écoles. Okay. Il faut faire un effort pour venir. Je crois qu'ils sont en train de suivre et ils vont sortir des spéculations des ordres. D'accord. Donc, au Congo central, ici, nous avons pratiquement, je peux dire, 2 centres. Il y a le centre d'instruction de Kitona, il y a aussi la base, qui est dans la base militaire de Kitona. La base militaire a plusieurs écoles à l'intérieur. Il y a la base militaire, dans la base militaire, il y a l'école de santé militaire, il y a l'école d'infanterie, il y a l'école d'artillerie, il y a l'école des sous-officiers, il y a l'école d'application des officiers d'infanterie. Tout ça, ça y est là-bas. Mais en ce qui concerne le centre d'instruction, il y a un centre d'instruction pour les militaires qui viennent pour l'infanterie. Et non loin de là, de Kitona, à l'embouchure du fleuve, à Banana, il y a aussi un groupement des écoles qu'on vient de recréer, mais il y a des écoles de la force navale qui existent là-bas, où on forme les techniciens de la force navale à l'école des Mainstrances, et aussi il y a l'école d'application des officiers de la marine, des officiers de la force navale qui existe. L'école des Mainstrances forme toutes sortes de techniciens de la marine. Et l'école d'officiers et l'école d'application forme les officiers ponts, tous les officiers qui travaillent dans les embarcations, dans les bateaux, les navires de la force navale, les unités flottantes, comme même ils aiment l'appeler, de la force navale. C'est comme ça. Et si vous allez aussi à l'Équateur, à Irebou, vous allez trouver qu'il y a un centre, le centre d'Irebou, c'est à la fois un centre d'entraînement et aussi un centre d'instruction pour la force navale. Toujours au Grand Équateur, quand vous allez au nord Ubangi,
vous allez trouver qu'il y a un centre d'entraînement commando qui est à Kotakoli. Et puis, il y a aussi le centre des Pambois, hein, qu'on veut aussi réhabiliter et qui pourra accueillir, hein, les recrues qui viennent du Grand Équateur. Si nous allons dans la province de la Chopo, nous avons le CI, les centres d'instruction de l'Okossa, à la rive gauche, Xangani, et puis à la rive droite, sur la route de l'aéroport, il faut aussi entrer, faire quelques kilomètres pour trouver le camp Baouma, au camp lieutenant-général Baouma. Vous allez trouver qu'il y a un centre d'entraînement là-bas, un centre d'entraînement commando, et puis il y a une école de sous-officiers au camp Baouma. On peut aller plus loin. On arrive maintenant dans le Olomami, à Kamina, il y a un centre d'instruction qui est là, ainsi que des techniciens d'aviation et écoles de vol pour la force aérienne. Et toujours dans l'ex-Katanga, nous allons au Katanga, à Likasi particulièrement, où on va trouver là-bas, il y a le centre d'instruction de Moura, qui est aussi une école pour les sous-officiers. Et à Kamina, dans les Hauts-Mami, il y a aussi une école de santé militaire. Okay. Et je vous ai dit, nous avons 2 écoles de santé militaire. En plus de l'école d'application de santé, qui est à Kitona, nous avons une école qui forme les infirmiers qui passent, je ne sais pas c'est quel niveau, qui passent, c'est A1, A2, les infirmiers A2. Ils passent l'examen d'État. Et depuis que ces 2 écoles ont été créées, c'est toujours les 100%. Ça, c'est une bonne chose. C'est toujours les 100%. Donc, il y a la force navale a aussi un centre d'entraînement qui est à Kalemi également, hein, puisque c'est la proximité du lac et puisque la force navale s'occupe de la sécurisation de l'espace liquide, comme la force aérienne s'occupe de la sécurisation de l'espace aérien, et la force terrestre s'occupe de tout ce qui est terre, hein, de l'armée des terres. Donc là, nous sommes pleins de centres et nous pouvons en ouvrir d'autres, puisque même dans le Maniema, il y a à Lokando un centre d'entraînement qui était aussi un centre d'instruction, mais qu'on peut transformer en centre d'instruction en cas de besoin. Il y a l'Ouama aussi, qui est non loin de Kindu, qui est un centre d'entraînement commando. Voilà. Général, on vous a bien suivi, mais le message du président de la République a été lancé pour tous les Congolais. Actuellement, nous avons 26 provinces. 26 provinces. Comment va se passer la répartition des nouvelles recrues? Ça va se passer comment? C'est de Haut-Katanga, de Grand Équateur. Comment ça va se passer? Alors, il y a des spécialistes qui s'occupent. Ceux qui sont, par exemple, les 10 000 qui seront à Kitona. Peut-être qu'on va ajouter le centre de Tumbagadio qui est avant d'arriver à Matadi. Ils viennent de Goma. Il y a une partie qui vient de Goma, une partie qui vient de Mbujimai, une partie qui est venue de Kinshasa et une partie qui est venue du Congo central. Donc, eux, on les a focalisés vers Kitona. Et peut-être que d'autres qui viendront, on pourra les aiguiller vers Tumbagadio. Ceux du Grand Équateur, moi je pense qu'il y a des possibilités. Soit on les amène à Kotakoli. Kotakoli, nous voulons que ce centre soit un centre d'entraînement et des formations pour les unités commando et les unités spéciales. Et puis qu'on ouvre peut-être le centre des Pambois, qui n'est pas loin de là, pour former les recrues. Puisque pour être commandé, il faut d'abord avoir terminé la formation de recrues et puis vous allez avoir une autre formation supplémentaire pour devenir commando. Bon, c'est de l'ex-province orientale, je vois la Chopo, le Haut-Tuélé, Bas-Tuélé et l'Ituri, ainsi que ceux qui viennent du Nord Kivu, de la partie Grand Nord, du territoire de Beni et Lubero, on peut les aiguiller vers le centre d'instruction Lokusa.
Ok. Le Kosa. Et puis, le reste, Sud Kivu, Maniema, Tanganyika, Olomami, au Katanga et Lualaba, on peut les orienter, ainsi que l'espace Kassai, Grand Kassai, l'espace Grand Kassai, on peut les orienter tous vers le centre de Kamina, qui se trouve dans la plus grande base militaire de notre pays. Merci, Général. Mais alors, les gens que vous recrutez aujourd'hui, comment vous allez les orienter? Est-ce que le recrutement est basé seulement pour la force terrestre, ou bien à partir de là, vous allez savoir comment orienter les nouvelles recrues? Je ne sais pas comment ça va se passer. Ceux qui sont recrutés là, c'est pour la force terrestre, bien sûr, mais l'instruction a été donnée à la force aérienne et à la force navale de recruter aussi. Okay. Ils ont aussi le droit de recruter, je pense qu'on leur a donné de recruter 3000 pour leur spécialité. Et ils recrutent aussi les élèves pilotes, les candidats élèves pilotes, que ce soit les pilotes de la force aérienne comme les pilotes de la force navale, les commandants des bateaux, et ainsi de suite. Il faut avoir un niveau élevé. Et aussi les techniciens. Les techniciens aussi, de ce côté-là, on ne recrute pas n'importe qui. On doit avoir des gens qui ont étudié ou devenir techniciens de l'aéronautique ou techniciens de la marine. Il y a aussi les troupes. Les troupes, c'est-à-dire les commandos marins et les gens qui doivent s'occuper de la défense des espaces aéroportuaires. Donc, ils doivent recruter à leur manière. Et puis, la force navale a déjà un groupement des écoles de la force navale, et la force aérienne peut former ces gens à Kamina aussi, il y a des structures qui existent. Avant de vous demander de nous parler des concepts au sein de l'armée, il y a une question qui doit certainement pouvoir donner l'occasion à ceux qui nous suivent de pouvoir comprendre. Pourquoi recruter aujourd'hui Général Ekenge alors qu'au sein de l'armée, il y a des militaires, et je ne sais pas, pourquoi seulement aujourd'hui? D'abord, pourquoi recruter? Le recrutement se fait pour plusieurs raisons. Le recrutement, c'est un processus que l'armée engage pour remplacer les postes, pour remplir les postes vacants. Ça, c'est évident. Et ça s'est fait aussi n'importe où, dans n'importe quelle organisation. Pour remplacer un poste vacant, il faut recruter. Et chez nous, il y a eu des retraites, il y a eu des morts, il y a eu des déserteurs, des désertions, il y a eu des gens qui ont été réformés, c'est-à-dire pour cause d'une maladie grave. On a dit, il demandé de quitter l'armée, c'est ce qu'on appelle la réforme. Et là, il faut remplacer ces gens-là. Il y a eu aussi un autre besoin, c'est celui de constituer de nouvelles unités. Nous avons besoin de nouvelles brigades. Alors, il faut recruter de nouvelles unités. Il faut recruter. Et c'est pour cette raison qu'on est en train de le faire. Il y a autre chose, il faut rajeunir, puisqu'il y a eu des retraites, il faut rajeunir l'armée. Les militaires ont vieilli. Il y a certains militaires qui ont vieilli, il faut rajeunir l'armée. On veut dire qu'un soldat, lui, sa carrière, c'est 22 ans. Quand il dépasse 22 ans, c'est qu'il a vieilli. Il faut rajeunir l'armée. Et c'est la combinaison de tous ces éléments-là qui fait que nous puissions recruter massivement aujourd'hui. Je vous ai dit, nous sommes un grand pays, un pays continent, d'une superficie de 2 345 410 km². Cette énormité de l'espace ne peut être protégée qu'avec une armée composée de beaucoup d'éléments. Nous sommes une armée qui n'a pas suffisamment de moyens. Nous ne sommes pas comme une armée américaine où les armées américaines, les armées européennes, ils misent sur la technologie. Nous n'avons pas cette technologie qui est coûteuse. Alors, nous pouvons miser d'abord sur les effectifs
avant d'envisager avoir développé la technologie, acquérir la technologie qu'il faut. Donc, nous avons nos frontières qui sont poreuses, il faut renforcer le recrutement pour occuper le grand espace qu'occupe notre pays. Et c'est ça, les raisons qui font que nous puissions recruter. Et n'oubliez pas que nous sommes en guerre. Et comme nous sommes en guerre, il faudrait avoir des hommes aguerris. Et il faut vraiment recruter, former et équiper notre armée. On y va doucement, Général Ekenge Sylvain. Tout à l'heure, vous avez dit, selon les conditions que l'armée a données pour recruter les personnes, vous avez exclu les personnes vivant avec le VIH. Pensez-vous que ça ne sera pas une façon de mettre à l'écart ces gens-là? Ils n'ont pas Ce sont les conditions exigées par l'armée. Il n'y a pas de discrimination là-dessus, il n'y a pas de problème parce que, vous savez, je vous ai dit que l'armée, c'est d'abord les conditions physiques. Les conditions physiques. Et quand vous venez dans l'armée, vous devez avoir un esprit sain dans un corps sain. Okay. C'est obligatoire. Un esprit sain dans un corps sain. Et vous devez remplir toutes les conditions, puisque tout est physique. Même s'il y a les conditions intellectuelles qui sont exigées, mais la plupart des conditions, c'est physique. Et si vous n'avez pas les conditions physiques voulues, que vous ne saurez pas supporter les conditions qu'on va vous mettre dans la formation. Et si vous venez avec une maladie, vous risquez de trépasser, et ce qui va porter préjudice à l'armée et à la nation. Nous voulons avoir des hommes qui ont une santé de fer pour embrasser la carrière militaire. Ce n'est pas un problème de stigmatisation, mais c'est un problème de réalisme. Puisque ce qui se passe dans l'armée, ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Si on limite l'âge à 25 ans, c'est parce qu'au-delà de 25 ans, on ne saura pas supporter les conditions qu'on exige dans l'armée. Hein? Si on limite pour les officiers à 35 ans, puisqu'au-delà de 35 ans, vous ne saurez pas supporter les conditions physiques, les stress qui sont issus de la formation militaire. Il y a les conditions caractérières qu'on exige, il y a les conditions physiques qu'on exige, et ça crée un certain stress. Ce stress peut entraîner la mort pour ceux qui y ont des maladies. Okay. Voilà. Merci. Je crois que ce n'est pas la stigmatisation, comme vient de dire le général tout à l'heure, pour ceux-là qui pourront peut-être le voir comme ça. Et je rappelle que c'est votre émission Mon Beau Pays qui est venue rendre visite au porte-parole de FARDC, le général Ekenge Sylvain. Nous sommes avec lui, nous évoquons petit à petit les points essentiels pour éclairer la lanterne des gens concernant la mobilisation générale qu'avait lancée depuis le 3 novembre le président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi. Général, on avance avec vous avant de parler des concepts. Aujourd'hui, vous avez parlé que le pays est en guerre, ouvertement, vous l'avez dit. Alors, si les Congolais vous demandent de nous donner le précision de ce qui se passe exactement au niveau de l'Est du pays, parce que nous en avons besoin, c'est défendre si pas nous-mêmes. Est-ce qu'on peut avoir l'information claire concernant cette guerre? Il n'y a pas de secret là-dessus. C'est connu que quand le président de la République a proclamé l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri, c'était parce que les gens souffraient depuis presque 30 ans des havres de la guerre, des groupes armés, et ainsi de suite. La guerre provoquée par l'insécurité, surtout provoquée par les groupes armés et nos voisins. Et la plupart de ces groupes armés sont entretenus par nos voisins, pour des raisons qu'eux-mêmes connaissent, des raisons économiques, des raisons expansionnistes, et ainsi de suite. C'est connu aujourd'hui que nous sommes agressés par le Rwanda. Les M23 dont on parle n'existent que de nom, mais ce sont des militaires des RDF, c'est-à-dire les forces de défense du Rwanda, qui nous agressent
vous avez vu, à un certain moment, quand j'étais encore à Goma, j'ai présenté en maintes reprises les militaires capturés au front, ainsi que les indices et les éléments qui prouvent à suffisance que nous sommes dans une agression, et c'est la guerre. Hein, et c'est la guerre aujourd'hui. Et la preuve est que tout le territoire de Rutshuru est aujourd'hui occupé. Et si vous allez à Kanyaruchinya, Kibati, vous allez voir la misère de nos populations qui fuient cette guerre. Hein, ils passent la nuit à la belle étoile avec des intempéries et des souffrances innommables. Et on ne peut pas s'en cacher, c'est une guerre que le Rwanda nous impose et on est en train de se battre sérieusement et on ne s'en cache pas. Aucun millimètre de notre pays ne restera contrôlé par ce voyou, puisque nous sommes là, effectivement. Eux, ils sont entrés chez nous, ils ont gagné du terrain, mais on finira par les bouter dehors. Est-ce que la population a quelque chose qu'il peut faire, a une part de responsabilité vis-à-vis de tout ce qui nous arrive aujourd'hui? Ne vous en faites pas. La population, peut-être vous, ici à Kinshasa, beaucoup ne comprennent pas parce qu'ils sont à 2000 km. Mais même ici à Kinshasa, vous avez vu le mouvement de population à travers les 26 provinces pour soutenir l'effort de guerre. Et au nord Kivu, les gens ne vivent, ne respirent, ne mangent que ce mouvement-là qui se mobilise. Tout le monde est soudé et se mobilise derrière les forces armées pour combattre l'ennemi qui a agressé notre pays. Et si vous ne le savez pas, posez des questions. Hein, aujourd'hui, c'est une autre affaire. Hein, ceux qui sont là, c'est la population, la résistance populaire qui se joint aux forces armées pour neutraliser cette guerre, mettre fin à cette guerre et neutraliser ce qui nous agresse. Et il y a des résultats sur le terrain aujourd'hui qui ne trompent pas. En général, on va parler des concepts au sein de l'armée. Est-ce que dans l'armée, il y a des concepts? Oui, je voudrais, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas c'est quoi l'armée, c'est quoi la défense nationale, c'est quoi la défense militaire, c'est quoi la défense civile. Eh bien, la défense nationale, c'est un contexte globalisant qui signifie ensemble des moyens militaires et non militaires ayant pour objet d'assurer la protection et la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation. Et ce, en temps de paix comme sur pied de guerre, c'est-à-dire en toutes circonstances, et contre toutes les formes d'agression ou de menaces. Quand je parle de moyens militaires, je vois l'armée. Okay. Et nous allons revenir, l'armée c'est quoi? Quand je vois les moyens non militaires, je vois l'économie du pays, le budget du pays, je vois tout ce qui est population qui se mobilise, je vois les infrastructures, tout cela, ça constitue ce qu'on appelle les moyens non militaires. Et les moyens militaires, c'est l'armée. L'armée, et nous allons définir l'armée tout à l'heure là. Et on a parlé de la protection et de la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation. Quels sont ces intérêts fondamentaux de la nation? Il y a d'abord l'indépendance du pays. Il y a l'intégrité du territoire national. Il y a la forme républicaine des institutions. Hein, et il y a les moyens de défense et de diplomatie. Il y a la protection de la population, même à l'étranger. Il y a l'équilibre du milieu naturel et de l'environnement. Tout ça, ça fait partie des intérêts fondamentaux de la nation. Il y a aussi les potentiels scientifiques, économiques, artistiques et le patrimoine culturel. Ça fait partie des intérêts fondamentaux de la nation. Il y a aussi le développement durable. Tout cela, c'est ce qu'on appelle les intérêts fondamentaux de la nation
que tout Congolais doit défendre et protéger. Et ce qu'on appelle la défense nationale s'occupe de cela. Au-delà de la défense nationale, il y a la défense militaire. La défense militaire, c'est le fait de s'opposer en temps de paix, comme sur pied de guerre, par des moyens militaires, à toute forme d'agression dirigée contre les intérêts fondamentaux de la nation telle que je venais de le définir là. Et il y a aussi la défense civile. C'est un ensemble de moyens non militaires ayant pour objet d'assurer la survie des populations, de sauvegarder les capacités de production, d'organiser la résistance en cas d'occupation et d'apporter un soutien aux forces armées. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Nord Kivu. Il y a la résistance civile qui s'organise et on apporte des soutiens aux forces armées quand ils voient quelqu'un passer. Et c'est la raison d'être quand le président de la République a appelé à la mobilisation. Il a demandé aux populations de se constituer en force de défense, pas dans le cadre des forces armées, mais il a parlé exactement des structures de sécurisation. Vigilance, à quelque de sorte. vigilance, exactement. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas de votre milieu atterrir aux environs de chez vous, vous faites signe, vous donnez l'information aux forces de défense et de sécurité pour qu'on vienne s'en occuper. Quand vous voyez l'ennemi prendre telle direction, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Nord Kivu, dans le territoire de Rutshuru, on signale. Quand on voit l'ennemi faire quoi que ce soit, on fait signe. Et puis on empêche à ce que l'ennemi puisse évoluer. Il ne faut pas donner de l'eau à l'ennemi, il ne faut pas lui permettre de ça. Donc il y a cette mobilisation générale-là, la résistance populaire qui fait que l'on puisse se constituer en unité de vigilance. Et c'est ça la défense civile. Et il y a enfin les forces armées, c'est l'ensemble des moyens militaires qui comprennent le personnel, c'est-à-dire le militaire, et il n'y a pas que le militaire dans l'armée, il y a aussi le personnel civil que le ministère de la Défense met à la disposition de l'armée. Il y a aussi les matériels, tout ce que nous avons comme matériel, l'armement, l'équipement, la tenue, les munitions, les avions, les bateaux, nos unités flottantes, nos chars, nos blindés, les avions de chasse, les avions de transport. Tout ça sont ce qu'on appelle le matériel et les infrastructures. C'est-à-dire, pour la force aérienne, il faut avoir les aéroports militaires, il faut avoir les états-majors, les quartiers généraux. Pour la force aérienne, il faut avoir les ports où nos unités flottantes doivent accoster. Tout cela, ça constitue les infrastructures et le tout mis ensemble s'appelle armée. Hommes, matériel, infrastructure. C'est ce qu'on appelle armée. Et la Constitution veut que notre armée soit une armée de métiers, une armée professionnelle. Une métier, c'est l'armée qui mise sur la mise en condition, essentiellement fondée sur la maîtrise des connaissances et des pratiques destinées aux activités de défense et dont les membres font carrière. Ça, c'est l'armée professionnelle. Ça, c'est l'armée de métier. Ah, de métier. Okay. Oui, ou professionnelle. Donc, on forme les militaires pour qu'ils puissent acquérir des connaissances. On forme des militaires pour qu'ils puissent acquérir des pratiques qui relèvent de l'art de la guerre, puisque
combattre c'est un art, commander aussi c'est un art. Et le tout destiné aux activités de défense. Et tous ces membres-là, ils doivent faire carrière au sein de l'armée, et c'est ce qu'on appelle l'armée de métier. Okay. Notre armée n'est pas que l'armée des métiers, elle est aussi une armée républicaine. L'armée républicaine, c'est celle qui est respectueuse des lois et des institutions de la République. C'est l'armée soumise à l'autorité civile. C'est le pouvoir civil qui prime sur le pouvoir militaire. L'autorité civile, c'est cette autorité civile qui commande l'armée. Comment ça? Et à travers celui qui représente toute l'autorité civile, c'est le président de la République. Lui, c'est lui qui donne des instructions à l'armée, c'est lui qui commande l'armée, l'état des sièges, programmer l'état d'urgence, programmer, déclarer la guerre. Et c'est pourquoi on l'appelle commandant suprême. Puisque lui, il représente toute la nation, il a été élu, il a la plénitude de pouvoir pour commander l'armée. Okay. Et l'armée est sous son autorité, et à travers lui, bien sûr, l'armée est sous l'autorité de toutes les autorités civiles, de tous les pouvoirs civils. Ça, c'est l'armée républicaine. Voilà. Ça, c'est l'armée républicaine. Okay. Il y a aussi un concept qui s'appelle armée nationale. Okay. C'est celle dont les effectifs à tous les niveaux sont composés de manière à assurer une participation équitable et équilibrée de toutes les provinces. Okay. On ne peut pas avoir une armée composée rien que d'une province, mais c'est pourquoi quand le président de la République, le chef de l'État, commandant suprême, a appelé à la mobilisation générale, il a demandé à ce que le recrutement se fasse dans toutes les provinces du pays, les 26. Il faudrait qu'il y ait une participation équitable, équilibrée. Hein? Participation équitable de toutes les provinces. Participation équilibrée de toutes les provinces. C'est important, puisque ça s'appelle une armée nationale et chaque province doit être représentée dans cette armée-là. Et le dernier concept, c'est le concept d'armée apolitique. Une armée apolitique, c'est celle dont les effectifs, c'est celle dont les membres ne participent à aucune activité politique. C'est celle dont les membres n'affichent aucune opinion politique. Okay. C'est celle dont les membres ne sont pas partisans et se caractérisent par la neutralité. Donc, quand il y aura élection, nous ne sommes ni électeurs ni éligibles. Okay. Quand il y a la campagne électorale, nous, on n'affiche aucune opinion. Quand il y a une réunion politique, il ne faut pas nous associer parce que nous ne sommes pas membres d'un parti politique. Nous sommes le dernier rempart de la nation. Nous sommes une armée nationale, une armée républicaine, respectueuse des lois et de l'autorité et du pouvoir. Nous ne pouvons pas nous immiscer dans des querelles politiques. Et c'est pourquoi, très souvent, je dis aux confrères journalistes qui m'appellent pour participer à certaines émissions, je leur dis, votre émission a un caractère politique. Les débats que vous organisez ont un caractère politique. Il ne faut pas associer les militaires à ces débats-là. Les militaires, une émission, c'est comme vous venez ici, nous échangeons, nous expliquons ce qui se passe dans l'armée. Mais les débats à caractère politique, il ne faut pas nous amener dans cette logique-là parce que la loi va nous rattraper. Et quand la loi nous rattrape, vous qui organisez cette émission-là, vous risquez d'être rattrapé par la loi
pour incitation des militaires à commettre des actes contraires à la discipline et à la loi. Ok. Voilà ce que je peux dire, et je dissuade tous ceux qui veulent entraîner les militaires dans les débats politiques de le faire. Puisque quand vous êtes journaliste, votre liberté d'expression va s'arrêter quelque part parce que la loi risque de vous rattraper. Tout à fait. Alors, Général, merci beaucoup. On va récapituler par rapport à tout ce qu'on vient de dire. On va surtout marteler sur les messages du président de la République. Est-ce qu'il y a un message particulier à ces jeunes-là qui sont encore chez eux à la maison et qui peuvent aujourd'hui intégrer l'armée pour sauver la patrie? Ils sont nombreux qui sont venus répondre à l'appel du président de la République. Et la réaction des jeunes des Boujema que vous avez suivi dans les réseaux sociaux, il faut l'interpréter autrement. Que ces jeunes-là, ils sont déterminés à venir dans l'armée. Et ils se disent pourquoi on a pris seulement un groupe qu'on nous a laissé. Tout ce qu'ils ont dit là. Ils croyaient être abandonnés alors que ce n'est pas le cas. Alors que ce n'est pas le cas. Okay. On va s'en occuper. Et j'ai échangé avec le directeur de l'information et de l'information, de la sélection et de l'orientation qui est en Bujimaï. En tout cas, il m'a rassuré que tout le monde sera pris en compte et on va les acheminer au centre d'instruction de Kamina. Okay. Ce que je voudrais dire à tous ces jeunes, et surtout à ceux de Kinshasa, c'est de ne pas hésiter d'emboîter les pas à des milliers de jeunes qui sont aujourd'hui mobilisés et de venir nous rejoindre dans l'armée. Ici à Kinshasa, par exemple, on recrute au niveau de la 14e région militaire qui a installé ses bases au camp Kokolo, à la Grande Parade, à côté de l'hôpital. Et là, si vous y arrivez, il y a des équipes qui sont là qui vont vous accueillir. Il y a des cellules qui ont été déployées à travers quelques communes, notamment dans la maison communale de Barumbu, dans la maison communale de Massina et dans la maison communale du Mongafula, pour les jeunes qui hésitent de venir dans les camps. Une fois qu'on vous sélectionne là-bas, on va vous amener au camp Okolo, et puis après les tests, après la sélection, on va vous acheminer dans les centres d'instruction. En province, c'est dans les états-majors des régions militaires, où se trouvent les DISO. Les DISO, c'est les directeurs de l'information, de la sélection et de l'orientation. Et là où il n'y a pas des régions, les états-majors des régions militaires, on a déjà déployé les CISO, les cellules, les responsables de cellules d'information, de sélection et d'orientation. Et s'il n'y a pas, il y a une unité militaire qui est à côté de chez vous, adressez-vous à cette unité militaire qui va vous prendre en charge ou vous orienter. Ou dans les territoires. Le chef-lieu des territoires, allez voir l'administrateur des territoires, s'il n'y a aucun militaire chez vous, lui, il pourra vous organiser et il va appeler pour qu'on puisse vous orienter. Donc, nous attendons le maximum de jeunes. Mais sachez que si on vous renvoie et qu'on ne vous a pas sélectionné, ce n'est pas la fin du monde. Puisque les conditions sont là. On les a étalées. Et si vous ne remplissez pas les conditions, souffrez que vous puissiez être renvoyé. Comme hier, on a renvoyé quelques jeunes, quelques adolescents, quelques mineurs qui sont venus de Mbujimaï. Et on les a mis dans l'avion militaire, ils sont rentrés en Mbujimaï. Puisqu'on ne recrute pas les mineurs, on ne recrute pas les malades, on ne recrute pas les gens qui ont des déformations, on ne recrute pas des gens qui ont des problèmes physiques ou de santé. On ne recrute pas les Kuluna, on ne recrute pas les gens qui sont en conflit avec le reste, surtout les repris de justice et ceux qui ont des antécédents judiciaires. Voilà. Mais dans l'ensemble, je suis très content parce que les jeunes répondent massivement à l'appel à la mobilisation générale du commandant suprême. Mais comment, mon général, comment
vous allez repérer ceux-là qui viennent intégrer l'armée au cas où ils étaient Kuluna, par exemple? Comment vous allez les repérer? On a des spécialistes dans l'armée, ne vous en faites pas. Et on a des spécialistes et on travaille avec d'autres spécialistes qui, pour les mineurs, nous avons la MONUSCO, nous avons l'UNICEF qui nous aide. Ils ont des stratégies. Et puis, nous avons des services. Hein, nous avons des services spécialisés dans l'armée qui font le screening ou le vetting de tous les jeunes qui entrent. Déjà à Kitona, il y a un épileptique qui s'est glissé, qui a échappé au contrôle ici. Peut-être qu'il est venu du Congo central ou d'ailleurs, mais il a été identifié, il a été retourné. Et il y a aussi quelques Kuluna qu'on a trouvés à Kitona qui ont été remballés. Et là, il n'y a pas de problème. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de l'avoir suivi. Ça a été produit depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. C'était pour marteler sur le message du président de la République. Nous avons besoin des Congolais, que les Congolais s'occupent de son pays. Personne ne pourra prendre soin de ton pays si ce n'est toi-même qui pourra bien le faire. Voilà, le président de la République a dit la mobilisation générale, les jeunes doivent se prendre en charge, vous devez intégrer l'armée, que vous soyez, je ne sais pas, diplômé d'État ou encore vous n'avez pas encore de diplôme, mais vous avez quand même étudié, l'armée est pour vous, il suffit de remplir les conditions données par le dirigeant de l'armée et vous allez intégrer l'armée pour défendre la patrie. Et surtout que personne d'autre que les Congolais ne saura mieux défendre l'intégrité de notre territoire, ne saura mieux défendre nos frontières et ne saura mieux protéger nos populations. Donc c'est nous, les Congolais, qui avons la plénitude de cette mission-là. Quels que soient les gens qui viennent nous dire des histoires, il n'y a que les Congolais qui assurera la défense de la République et la protection des populations. On va finir par vous dire que Totombola Bendele et Kouyaté. Bendele Kouyaté, Boya Tosangana, Pe Totombola Bendele ya Ekolo na biso. Merci Général d'avoir répondu à nos questions. Nous vous remercions infiniment. Tout le plaisir était pour moi. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci à vous. Restez bien chez vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la RDC. Au revoir.